Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon l'auteur Dr Ahmed Gueux, aujourd'hui, le drame du chômage empire et avoir un emploi décent, du moins un travail ou même un simple stage relève d'un périlleux parcours du combattant. Vivre sans un emploi décent est une mort anticipée et un mutisme permanent qui voile une peine morale. Comment comprendre le chômage en Afrique et surtout quelles solutions durables? Quelques propositions dans cet entretien. Nous recevons Gueux Apollinaire. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes auteur, consultant emploi et développement durable des territoires. Effectivement. Nous sommes en train de parler avec vous de la question du chômage. Tous les pays vivent le chômage. Parlons du cas spécifique du continent africain. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce chômage en Afrique et qui est en train de grandir de plus en plus? En fait, le chômage en Afrique, on ne peut pas le comprendre. C'est un paradoxe. Parce que l'Afrique regorge la population la plus jeune, la plus vive, la plus dynamique en ce moment. Et c'est avec toutes les opportunités qui sont en Afrique, on ne peut pas comprendre qu'il y a une situation de chômage. Et toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions, en fait, sont réunies. Et c'est une situation qui est alarmante, c'est une situation qui est quand même honteuse pour le continent africain. Est-ce une façon de dire que ça montre l'échec des politiques? Oui, ça montre clairement l'échec des politiques en matière d'emploi, mais également les politiques économiques, sociales et même environnementales. Ça montre que ces politiques n'arrivent pas réellement à répondre aux besoins des générations actuelles et également préparer l'avenir. Puisque les chômeurs actuels, on sait, quand il y a des recensements qui sont faits, nous savons que les personnes ne se retrouvent pas à l'âge de travailler tout de suite. Il y a un processus. Quand vous êtes à l'école, il y a un moment où vous sortez de l'école. Donc, nous avons ces chiffres. Mais qu'est-ce qui fait que quand les gens finissent, par exemple, ils n'ont pas d'accès, ils n'ont pas d'emploi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que l'école produit des chômeurs en puissance? C'est un faux procès qu'on fait à l'école. C'est un faux procès. Le rôle de l'école, c'est de produire des diplômés, former des gens avec un document à la fin pour dire que telle personne s'est fait tel travail. Maintenant, il faut un système à côté du système éducatif qui peut prendre le relais pour pouvoir permettre aux gens d'accéder à l'emploi. C'est ce système en fait qui n'existe pas. Et c'est ce qui fait qu'on a un nombre élevé de chômeurs. Et finalement, c'est une sorte de chômage garanti. Ça veut dire que la seule chose qui est peut-être garantie, c'est qu'on va arriver au chômage. Et c'est malheureux. Parfois, l'immigration clandestine aussi est incomprise. Certains se disent, beaucoup de personnes mobilisent assez de moyens pour aller mourir dans la mer. Est-ce que c'est la question du chômage, le fait d'être désœuvré ou de ne pas avoir un emploi stable qui peut pousser les jeunes également? Aujourd'hui, c'est clairement la question de l'emploi, c'est le chômage. Quand des personnes, j'étais en train d'échanger avec des personnes qui disaient pourquoi ceux qui n'ont pas de grand niveau intellectuel, ceux qui ne sont pas là à l'école, ce sont eux qui vont à la Méditerranée. Je dis mais ceux qui n'ont pas de niveau, quand ils voient comment ceux qui sont là à l'école, qui ont eu les plus hauts diplômes, peut-être même des doctorats, et qui n'ont pas de travail, quand ils voient leur situation, ils se disent ils se disent que la situation va être sera dramatique. Et ces personnes-là préfèrent aller vers d'autres cieux. Et donc, c'est un message que ces personnes ont. Elles détectent ces signaux-là et elles préfèrent aller prendre tout ce qu'elles ont, souvent même prendre de l'argent avec des parents, vendre des biens des familles. C'est pas que ces personnes forcément travaillent pour avoir cet argent et puis aller se chercher, comme on le dit. Et c'est bien malheureux. Et c'est ce qui fonde... c'est une sorte de désespoir qui anime ces jeunes-là. Quelles autres conséquences sont observables dans la vie socio-économique liée à la question du chômage? Oui, les questions sociales, les questions de l'immigration, les questions de l'exclusion sociale, les questions liées même au terrorisme, à la violence, à la délinquance, à la dépravation aujourd'hui des valeurs qu'on observe dans nos sociétés, cela est dû au chômage. Les parents n'ont pas les moyens de pouvoir, ne travaillent pas. Souvent, ils travaillent, mais ont des revenus difficiles et ils n'arrivent pas à prendre soin de leur famille. Ces enfants se retrouvent là sans repères. Et les quelques repères les quelques personnes qui pouvaient les servir de repères, ce sont malheureusement des diplômés chômeurs. Quand ils regardent ça, ils sont obligés de s'adonner à n'importe quelle pratique pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que vous êtes en train de dire également que ces personnes sont à la solde des politiques? Quand les mots d'ordre sont lancés, c'est beaucoup plus de personnes désœuvrées qui n'ont pas d'espoir qui se retrouvent à obéir à certains mots d'ordre. Effectivement, ça veut dire que ces personnes-là sont un vivier pour les personnes qui veulent faire de la manipulation politique. C'est des forces subversives qui, à la moindre étincelle, explosent. Et justement, c'est les forces... voilà pourquoi les questions d'instabilité politique sont liées aux questions de chômage. Les questions d'instabilité politique, de terrorisme sont liées à la question de chômage. Il y a des gens qui sont prêts
à faire tout pour pouvoir avoir un revenu. Donc, si c'est il y a des gens, s'ils n'ont pas pu avoir ça dans la paix, ils auront dans les troubles. Et c'est un peu une réaction psychologique. On a coutume de dire que la critique est aisée, l'art est difficile. On peut critiquer les politiques en matière d'emploi liés au chômage, mais est-ce qu'on a des propositions concrètes qui peuvent nous permettre effectivement de sortir de cette situation embarrassante? Dieu merci, nous avons des propositions concrètes et ces propositions-là se basent en fait sur l'observation des efforts, puisqu'il y a des efforts qui sont faits, de nombreux moyens sont déployés au niveau des États pour vaincre le chômage, pour créer des emplois, mais en analysant les résultats de ces efforts-là, on se rend compte que quelque chose manque. Et c'est sur la base donc de ces insuffisances-là que nous pouvons formuler des propositions. Et vous êtes beaucoup plus pour la planification? Pour la planification, il faut planifier. Près de 10 à 12 millions d'arrivants sur le marché du travail en Afrique chaque année. Au moins 12 millions de personnes arrivent sur le marché du travail. On sait, cette année, au moins 12 millions, l'année prochaine, 12 millions. Mais il faut planifier. Il faut planifier l'insertion professionnelle. Il faut qu'on puisse mettre des mécanismes en place, de sorte que quand les gens arrivent à l'âge de travail, ou bien quand ils sortent des parcours de formation, ils puissent accéder directement à un emploi. Soit un emploi salarié au public, un emploi salarié au privé, ou un emploi en tant qu'entrepreneur. Et cela est possible. Si nous mettons les différentes structures en synergie, c'est possible de planifier. On a entendu beaucoup de personnes dire que l'État ne vous doit rien, les personnes ne vous doivent rien, vous les jeunes, il faut vous battre. Est-ce que dans le fond ou dans la forme, on peut comprendre cela? Dire cela, serait envoyer un mauvais message, parce que l'État, c'est le papa de tout le monde, c'est toute la société qui construit l'État. L'État, c'est nos intelligences, c'est nos moyens, c'est nous tous, l'État. Et quand on dit l'État ne vous doit rien, l'État, débrouillez-vous. En fait, les gens se débrouillent. Si vous voyez le taux de travail informel, ça montre que les gens ne donnent pas. Ils se débrouillent, ils font quelque chose. Mais il y a ce que les gens peuvent faire au niveau individuel et puis il y a ce qui peut être fait au niveau collectif, au niveau de l'État. Et donc les individus sont en route, d'autres vont à l'école. Et c'est pas facile d'aller à l'école. Les gens font plus de 20 années d'études, d'autres font des années à l'école. On sait qu'il y a des personnes qui ont abandonné l'école, par exemple, pour aller au champ. Et donc, l'école, c'est pas facile. Il y a des dépenses, il y a des investissements là-dedans. Donc, en fin de course, ce serait rentable même pour l'État de faire en sorte que chaque citoyen puisse mettre son potentiel au service de l'État, puisque l'État même dépense au moins 10% souvent de son budget dans les questions d'éducation, de formation, sans compter les autres dépenses indirectes. Donc, en fait, l'État, et même quand on regarde les conventions internationales, le droit à l'emploi et la protection contre le chômage, sont les missions aussi de l'État. Et sans ça, oui, il y a des risques. C'est l'État. Si l'État ne le fait pas et qu'il y a beaucoup de délinquants, l'État sera obligé de dégager des moyens pour pouvoir lutter contre les délinquants. Voilà. Donc finalement, ce qu'on ne va pas faire, comme on le dit dans l'adage, si on ne le fait pas, l'eau qui est sur au bord du marigot, en partant, si vous n'avez pas bu l'eau du marigot, au retour, vous allez boire. Ouais. Donc, autant boire en même temps. Donc, l'État, autant s'engager. Et en le faisant, ça renforce l'esprit de cohésion sociale, l'esprit de patriotisme. Quand un jeune, il sait que l'État est derrière moi, si je m'adonne, je suis cohérent dans les études, je prends les études au sérieux, l'État va m'aider, me donner les moyens, en fait, de m'installer ici et de entreprendre. L'État va m'aider à m'orienter vers le secteur privé. L'État va m'aider même dans la fonction publique. L'État ne va pas me laisser tomber. Quand il sait ça, personne ne peut venir le manipuler pour le montrer contre l'État. La question de l'entrepreneuriat, elle peut faire beaucoup de sujets d'émissions, mais la dernière question sur ce sujet, on a coutume d'entendre que la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Et aujourd'hui, la solution à tout va, c'est l'entrepreneuriat. Quel est votre avis sur cette question? En fait, ceux qui disent ça, quand on dit la fonction publique ne peut pas employer tout le monde, ils se basent sur les capacités peut-être financières de l'État. Oui. Sinon, de façon théorique, nous regardons, nous voyons que la fonction publique a un véritable besoin en personnel. Quand vous regardez, par exemple, même dans l'enseignement supérieur, un enseignant, selon un enseignant pour plus de 250 étudiants, alors que les normes pour un bon enseignement supérieur, c'est au moins un enseignant autour de 25 étudiants. Quand vous regardez même dans le primaire, vous voyez, quand vous allez dans les hôpitaux, vous voyez, ça c'est des secteurs qui sont des secteurs classiques. Même dans les secteurs de production, des secteurs techniques, il faut des agents de l'État dans le secteur industriel, dans le secteur même de l'agriculture, dans le secteur même du foncier, ou même de la construction. Dans ces domaines techniques-là, il n'y a pas beaucoup de techniciens. Souvent, l'année, les gens recrutent 50, 25 techniciens. Vous voyez, même quand on regarde les questions de mauvaise construction et autres,
Mais les agents, combien d'agents existent-ils pour pouvoir faire tout ce travail? Donc, ça veut dire que théoriquement, la fonction publique peut absorber plus de personnes. Et je vous rappelle que dans les pays même de l'OCDE, les pays même qui sont développés, même au Japon détient une grande technologie. Mais au Japon, selon une étude de 2015, au Japon, il y avait plus de 30 fonctionnaires pour 1000 habitants. En France, ils sont autour de 80 fonctionnaires pour 1000 habitants. Mais c'est là-bas qu'il y a des usines, c'est là qu'il y a la technologie, c'est là-bas qu'on peut faire l'entreprise, il y a des financements et tout ça. Mais ça vous dit que le service public aussi est un pourvoyeur d'emploi. Et donc, c'est de trouver les moyens pour permettre à beaucoup de personnes d'être au service aussi de l'État. Donc, cette manière de rejeter l'entrepreneuriat, je suis un peu désolé, c'est pas un lieu pour tout le monde. Hein. C'est pas un endroit pour les déçus du fonctionnariat ou bien les déchus. C'est pas, non. L'entrepreneuriat, c'est une carrière noble qui doit être au même niveau que l'emploi salarié public, l'emploi salarié privé et l'entrepreneuriat. Ce sont des options que les citoyens doivent faire pour leur carrière. Il ne devrait pas avoir une option qui est comme un fourre-tout. Et les gens sont déjà entrepreneurs. Vous voyez le taux d'entrepreneuriat, enfin, le secteur informel. C'est ce qu'ils peuvent faire. Ça veut dire que les gens ont déjà la fibre entrepreneuriale. Donc l'idée, c'est d'aider ceux qui sont déjà sur le terrain, en train d'entreprendre, à pouvoir faire un entrepreneuriat plus digne, un entrepreneuriat plus décent, pas un entrepreneuriat de précarité, un entrepreneuriat de subsistance tel qu'on l'observe aujourd'hui. Merci Ahmed Gueux. On aura l'occasion certainement sur la question de l'entrepreneuriat de revenir, sauf que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes auteur, consultant, emploi et développement durable des territoires. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.